En route. Bonjour à tous et merci pour votre participation à ce webinaire qui a pour sujet principal le nouveau partenariat cofinancé SBEP pour Sustainable Blue Economy Partnership. On va être deux intervenants. Donc moi, je suis le coordinateur du PCN Cluster 6 au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et on a également avec nous Claude Yvain de l'Agence nationale de la recherche. Donc on va se partager un petit peu les présentations. L'idée, ça va être donc de d'abord présenter de façon générale le contexte de ce nouveau partenariat. Ensuite, de donner un petit peu plus de détails sur ce qu'on appelle les domaines prioritaires de l'appel SBEP 2023 et ensuite présenter un petit peu les règles de participation, que ce soit les règles générales qui sont établies au niveau du partenariat ainsi que les règles spécifiques nationales établies pour les partenaires français par l'ANR. Claude le reprécisera tout à l'heure, mais je rappelle que dans les partenariats cofinancés, les agences de financement nationales ont chacune des règles qui leur sont spécifiques. Donc, si vous avez des questions en ce qui concerne vos partenaires qui sont dans d'autres pays, il faudra contacter directement les points de contact des pays concernés dans les agences de financement concernées et on n'a pas forcément toutes les informations directement ici. Donc là, l'idée, ça va être principalement de présenter le partenariat de façon générale et les règles spécifiques à la France. Alors, je m'excuse d'avance pour ceux qui éventuellement étaient déjà présents au webinaire la semaine dernière. Il y aura sûrement beaucoup d'éléments redondants avec un petit focus quand même plus spécifique sur la France à la fin. Et sur ce, on va pouvoir démarrer. Donc pour rappel, le partenariat, je vais l'appeler SBEP pour aller un petit peu plus vite lors de la présentation, c'est un partenariat cofinancé. Les partenariats cofinancés, pour rappel, ce sont des projets qui sont financés dans le cadre d'Horizon Europe et qui vont avoir pour but de, à leur tour, mettre en place des appels à projets sur des thématiques spécifiques tous les ans avec un cofinancement entre la Commission européenne et les agences de financement nationales. Donc, c'est important d'identifier les agences nationales des différents pays concernés. Donc, comme j'ai dit, pour la France, c'est l'ANR. Le focus spécifique du partenariat SBEP, qui donc sera le focus principal pour tous les appels au cours de la durée de vie de ce partenariat, ça va être de soutenir une économie bleue circulaire et régénérative via notamment la mise en place d'un agenda stratégique et via le financement de projets allant dans ce sens. Alors bien entendu, Claude, n'hésite pas si je dis des grosses bêtises à me corriger, mais a priori ça devrait aller. Donc voilà, là c'est juste pour rappeler un petit peu la vision et les éléments qui sont au cœur de la philosophie du partenariat SBEP. Donc bien entendu, l'idée c'est d'avoir une économie bleue qui soit neutre d'un point de vue du changement climatique, qui soit durable, qui prenne en compte les populations locales, qui prenne en compte l'échelon régional, les différents bassins de l'Union européenne, et malgré tout, tout en conservant une productivité et une compétitivité pour l'économie bleue. Donc pour rappel, pour ceux qui connaissent, c'est donc le troisième partenariat cofinancé qui est lancé dans le cadre du cluster 6 d'Horizon Europe, après Biodiversa Plus qui se concentre sur la biodiversité et Water for All qui va se concentrer plutôt sur la gestion de l'accès, la gestion et l'accès des ressources en eau. Donc si vous êtes plus intéressé par ces questions-là, il ne faut pas hésiter aussi à regarder ce qui se passe dans les autres partenariats. Donc là, sur cette slide, vous avez un petit peu les différentes politiques européennes qui définissent entre autres la philosophie et encore une fois les futures actions du partenariat SBEP. Il ne faut pas hésiter à jeter un œil sur ces politiques européennes, notamment lorsque vous allez rédiger vos propositions, pour voir comment est-ce que votre projet pourra répondre notamment aux impacts qui peuvent être mentionnés dans ces différentes directives. Juste pour préciser, non, je vais y revenir un petit peu plus tard sur les synergies avec les autres dimensions d'Horizon Europe.
Donc, en ce qui concerne le partenariat en lui-même, là, vous avez la carte de tous les pays qui sont participants et donc qui ont des agences de financement qui vont financer des participants dans le cadre des appels qui seront publiés tous les ans. Donc, on a 23 pays participants et 36 agences de financement. Donc, bien entendu, pour pouvoir être financé sur un appel SBEP, il faut que, il faut que vos partenaires soient dans des pays qui sont, qui ont des agences de financement partenaires du projet. On précise que tout récemment, on a eu une nouvelle, c'est que le Brésil va également pouvoir rejoindre l'appel, en plus des pays qui sont mentionnés sur cette slide. Donc, comme tous les partenariats cofinancés, SBEP possède ce qu'on appelle un agenda stratégique de recherche et d'innovation, c'est-à-dire un document qui va permettre de définir les futurs objectifs et les futures activités et en gros toute la philosophie entre guillemets du partenariat SBEP. Et donc, sur la base de ce qu'on appelle de ce SRIA, il y a un certain nombre de domaines d'intervention principaux qui ont été établis, qui vont être en gros les grands domaines d'action du partenariat SBEP. Et ces grands domaines d'action, à leur tour, vont faire partie des 5 piliers, enfin, vont correspondre aux 5 piliers de l'appel 2023. Mais ça, on va revenir un petit peu plus en détail sur ces 5 domaines d'intervention plus tard. Donc l'idée, bien entendu, ça va être d'avoir une bonne connaissance de ces 5 domaines d'intervention, puisque l'idée, ça va être de répondre aux objectifs qui sont spécifiques à chacun de ces domaines. Bien entendu, le partenariat SBEP a pour fondement une forte connexion avec à toutes les échelles et à tous les niveaux. Donc bien entendu, ça va être très important dans le cadre du partenariat SBEP de prendre en compte les initiatives existantes au niveau régional, national, européen et international, mais également d'avoir une bonne connaissance de ce qui se passe dans les autres sections d'Horizon Europe, puisque on peut comprendre de façon assez logique que les thématiques qu'on retrouve dans le cadre du partenariat SBEP sont très similaires et très proches des thématiques qu'on retrouve notamment dans les objectifs et les impacts de la mission Océan. Il y a d'ailleurs des synergies. C'est très important de réfléchir à la façon dont vous allez pouvoir mettre en place des synergies avec d'autres partenariats, donc avec notamment des projets qui sont financés dans le cadre de Biodiverse A+, je pense, ou à d'autres partenariats du Cluster 6, mais également avec les projets qui sont financés dans le cadre de la mission Océan. Et également, dans le cluster 6 en lui-même, on va aussi trouver des appels à projets qui peuvent avoir des synergies avec ce qu'on va retrouver dans le partenariat SBEP. Donc voilà, on reste dans une philosophie qui va être très similaire à ce qu'on retrouve de façon classique dans Horizon Europe, c'est-à-dire qu'on va rechercher une approche pluridisciplinaire et multi-acteurs avec la nécessité d'intégrer les acteurs du secteur public et du secteur privé, les communautés qui sont concernées, la société civile, etc. Et de couvrir toutes les disciplines, que ce soit dans les sciences dures ou les sciences humaines et sociales. Là, c'est juste un petit rappel des grands piliers qui ont été établis dans le cadre de l'agenda stratégique du partenariat SBEP. Donc, l'idée, ça va être de mettre en place une économie bleue en harmonie avec la nature. Une économie bleue qui va donc aider à la réduction de l'impact sur le changement climatique. Une économie bleue qui prend en compte les gens et les communautés concernées par l'économie bleue, et bien entendu une gouvernance des mers et océans qui sera intégrée et réactive. Là, j'ai listé donc les 5 domaines d'intervention, donc les cinq sujets principaux qu'on va retrouver au sein de SBEP, sachant que donc Claude va revenir dessus un petit peu plus tard lorsqu'elle va préciser les règles de participation au partenariat SBEP, mais l'idée, ça va être d'identifier le domaine d'intervention qui vous intéresse et dans lequel vous allez vouloir monter un projet. Sachant que là, on a une approche qui est un petit peu différente que ce qu'on peut retrouver dans le cluster 6 ou la mission Océan, c'est-à-dire que vous n'allez pas nécessairement avoir des topics et des textes d'appel super précis et détaillés qui vont demander des éléments très très spécifiques dans vos projets. L'idée, ça va plutôt être d'identifier le domaine d'intervention qui vous intéresse,
de voir quelles sont les priorités qui sont établies dans le cadre de ce domaine d'intervention et monter un projet qui pourrait répondre de façon pertinente à certaines de ces priorités, sachant qu'il n'y a pas d'obligation à être complètement exhaustif sur les sous-domaines de chaque domaine d'intervention. C'est-à-dire que si vous ne couvrez pas tout à 300% par exemple, le pilier sur les infrastructures offshore, mais que vous couvrez un bon nombre de sujets, c'est déjà une bonne chose. Alors, ensuite, donc voilà, donc bien entendu, le partenariat SBEP va, en plus des activités de financement, mettre en place aussi d'autres initiatives auxquelles il sera possible de prendre part, et vous aurez des informations au fur et à mesure que ces activités seront mises en place. Ensuite, donc si je vais donner quelques éléments sur le premier appel SBEP, parce que là c'était principalement une présentation du partenariat de façon générale. Là, on va rentrer dans les éléments qui sont spécifiques à l'appel de cette année, qui est donc ouvert déjà. Donc bien entendu, parmi les éléments qui ont contribué à la mise en place des thématiques identifiées, on va retrouver aussi les contraintes qui ont été identifiées lors de la crise de la pandémie du Covid-19, notamment la nécessité d'avoir une plus grande autonomie en termes de production. Ça a notamment un petit peu affecté les domaines prioritaires et domaines d'intervention qui ont été identifiés. Euh, donc, d'un point de vue purement technique, le premier appel va financer des projets qui vont avoir une durée jusqu'à 36 mois. On insiste bien sur le fait que ce call va attendre des contributions qui vont avoir un fort impact. Parfois, ça peut être tentant. C'est vrai que dans les partenariats cofinancés, d'avoir des projets donc, qui sont juste excellents d'un point de vue scientifique, mais sans réflexion plus poussée en ce qui concerne les impacts. Pour le partenariat SBEP, ça va être très important de lire un petit peu ce qui est attendu d'un point de vue impact sur les différents piliers et domaines d'intervention. L'idée, ça va être aussi de couvrir les différents bassins européens. Encore une fois, on va donner un petit peu plus d'éléments sur ça plus tard, mais ça va être possible d'intégrer des études sur les bassins qui sont cités sur la slide, c'est-à-dire la mer Méditerranée, la mer Noire, la mer Baltique, la mer du Nord et l'océan Atlantique. Bon, ce qui est assez logique, car ce sont principalement les bassins qui vont concerner l'Union européenne. Avec bien entendu, comme je l'ai dit précédemment, une coopération transsectorielle en ce qui concerne les domaines scientifiques et économiques concernés. Là, un petit peu d'informations plus spécifiques sur... Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je m'excuse, je sais pas pourquoi ma slide s'est fermée. Juste un instant. C'est bon, on va pouvoir repartir. Alors, tac. Et hop là. Donc, excusez-moi pour ce petit contretemps. Alors, ok. Donc, on va voir donc sur cette slide, on a une visibilité sur les montants qui ont été injectés par les agences de financement nationales qui sont partenaires du projet pour cet appel. Donc, on peut voir qu'au total, les agences de financement ont injecté un budget de 42 millions d'euros environ et que la Commission européenne a rajouté 12 millions d'euros par-dessus. Donc, on a un budget total de 54 millions d'euros. Pour la France, on a un budget total de 2 millions d'euros pour cet appel.
Donc, il faut bien garder ça en tête, il ne faut pas hésiter à aller regarder aussi les montants totaux qui sont injectés par les pays partenaires que vous souhaitez intégrer, parce qu'ils vont avoir plus ou moins de limitations. Et on peut voir notamment que certains pays comme l'Italie ont injecté des budgets assez conséquents. Donc, pour rappel, comme dans la plupart des partenariats cofinancés, on va avoir un financement qui va provenir en partie des agences de financement nationales et en partie de la Commission européenne. Mais par contre, toutes les procédures, donc au-delà de la définition du budget attribué par partenaire, toutes les procédures d'évaluation, le classement, etc. Tout ça, ça va être mis en place de façon commune pour l'ensemble du partenariat et pour l'ensemble des pays qui vont participer. Donc, on a un seul comité d'évaluation et tous les projets qui vont être soumis vont être classés dans une seule liste qui va permettre de déterminer quels seront les projets qui seront financés, puisque ce seront les projets les mieux financés de cette liste qui seront sélectionnés. Là, on a un calendrier pour vous rappeler ce qu'il faut garder en tête pour les dates principales. Donc, le call a été publié et lancé depuis le mois dernier, il me semble. Donc, on a une deadline de soumission le 14 avril à 15 heures. Sachant que le 14 avril, on ne va pas attendre les propositions complètes, mais juste des pré-propositions. Donc, si vous êtes c'est pas exactement comme pour le cluster 6, où parfois où ça va être des projets qui vont être assez conséquents à monter. Là, je pense que si vous êtes intéressé par certaines des thématiques et que vous avez déjà un petit peu pré-identifié des partenaires, vous avez encore le temps de préparer les pré-propositions si nécessaire. Sachant que tout le monde est logé à la même enseigne, que les appels ont été publiés relativement tard et que contrairement à Cluster 6 où les drafts peuvent circuler un petit peu de façon officieuse, c'était pas nécessairement le cas pour le partenariat SBEP. Donc, si vous avez encore la volonté de participer, je pense que vous avez la possibilité de monter une pré-proposition jusqu'au 14 avril. Donc ensuite, on va avoir sur les mois qui suivent la deadline de soumission des pré-propositions, bien sûr présélection de propositions. Lorsque les résultats de la présélection sont révélés, c'est-à-dire donc début juillet 2023 au plus tard, vous allez avoir la possibilité ensuite pendant l'été de monter une proposition complète qui sera à soumettre, elle, le 13 septembre. Et ensuite, bien entendu, on aura l'évaluation finale, le classement des propositions des résultats qui seront révélés plutôt en fin d'année, autour de novembre, décembre. Donc ça, c'était les éléments un petit peu administratifs et techniques qui concernent le partenariat SBEP. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur les différents domaines prioritaires. Alors, je m'excuse d'avance, je ne suis pas sûr que je pourrais répondre à toutes vos questions d'un point de vue purement technique. L'idée, c'est surtout de vous donner des clés sur les grands domaines qui sont couverts par les grands secteurs qui sont couverts par les différents domaines prioritaires. Et je m'excuse pour la petite faute de frappe à domaine. Donc le premier domaine sur lequel vous pouvez dans le cadre duquel vous pouvez monter un projet, c'est un domaine qui va se concentrer sur les différents usages qu'il peut y avoir des espaces maritimes au niveau régional et comment établir une concertation réfléchie de ces différents usages. Ça peut concerner bien entendu, tous les bassins qui ont été mentionnés un petit peu plus précédemment, et donc les grands bassins maritimes européens. Ici, le mot-clé, ça va être l'approche régionale. Ça va être de vraiment pouvoir travailler avec les autorités et les institutions locales, régionales, au niveau des différents bassins qui seront sélectionnés pour comprendre les différents usages maritimes qui existent au niveau de ces régions, quels sont les problèmes qui peuvent exister et comment est-ce qu'on peut optimiser et avoir un meilleur management de ces utilisations. Et notamment, ça peut être intéressant au niveau des espaces, lorsqu'on va avoir des questions d'usage d'un côté ou d'un autre d'une frontière.
Donc ça va couvrir tout type d'usage, donc l'aquaculture, la navigation, la pêche, le tourisme, l'extraction de pétrole, toutes les activités qui peuvent être mises en place seront concernées. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que tout ça peut fonctionner ensemble de la façon la plus pertinente possible, de mettre en place des outils de décision pour les décideurs politiques, mais aussi pour les utilisateurs locaux, les autorités locales. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, on va avoir un sujet un petit peu plus spécifique qui va se focus sur les plateformes offshore et comment est-ce qu'on va pouvoir soit réutiliser des structures qui sont abandonnées ou optimiser les structures existantes pour avoir moins d'impact d'un point de vue climatique et optimiser ces structures de la façon la plus pertinente possible. Encore une fois, à partir du moment où à partir du moment où ces structures existent, c'est ouvert à tout secteur géographique européen, toute condition maritime. Ça peut concerner potentiellement tous les bassins. Donc là, il peut y avoir plein d'idées possibles, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez optimiser ces structures offshore en mettant en place des sources d'énergie renouvelables, comment est-ce que vous allez pouvoir associer ça avec peut-être des utilisations en lien avec l'aquaculture, mettant en place des structures en termes oui, d'aquaculture, des cages par exemple, des structures pour la production de coquillages. Comment est-ce qu'on va aussi pouvoir développer des zones protégées autour de ces structures offshore? Donc c'est assez ouvert. Et bien sûr, oui, il y a une forte dimension acceptabilité sociale aussi, puisqu'il y a beaucoup de problématiques en lien avec ces sujets au niveau des structures offshore. Donc ça, encore une fois assez ouvert. Et à partir du moment où votre projet peut répondre à au moins une bonne partie de ces objectifs, alors il sera sûrement intéressant et éligible dans le cadre de ce domaine en particulier. Ensuite, on va avoir un focus sur la production d'aliments pour les animaux et pour la consommation humaine, et comment faire en sorte que cette production soit plus durable et avec moins d'impact sur le changement climatique. Donc, encore une fois, ouvert à tous les bassins potentiellement. Donc, il va y avoir des questions de comment faire en sorte d'avoir des pêches plus durables, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des technologies alternatives qui vont avoir moins d'impact, comment est-ce qu'on peut recycler la biomasse qui peut être gaspillée et qui va être issue de la production de ces aliments. Également, donc, étudier un petit peu les espèces locales et comment est-ce qu'on peut prendre en considération les différents écosystèmes. Donc, encore une fois, là, on a un focus sur la production et l'impact de la production sur les aspects environnementaux et climatiques. Le quatrième domaine, ça va être un domaine qui va être un petit peu plus orienté transformation. Alors ça peut ressembler au domaine précédent, mais là où le domaine précédent avait plus un focus sur la compréhension un petit peu des écosystèmes locaux et des impacts surtout au niveau de la production et de la pêche, ici on va avoir plutôt la nécessité de mettre en place des outils, ça peut être des outils numériques ou ça peut être de l'optimisation de procédés en lien avec la production et la transformation d'aliments d'origine maritime. Donc bien entendu, là, l'idée, ça va vraiment être d'en mettre en place et d'optimiser des solutions, notamment des solutions automatisées et numériques, en lien avec la production d'aliments issus de l'économie bleue, réduire encore une fois l'émission de CO2. Voilà, donc voilà, un focus sur la production, sur la production d'aliments issus de l'économie bleue. Et le dernier, alors ça c'est un sujet qui se recoupe pas mal avec ce qu'on trouve dans la mission Océan, parce que c'est aussi un des grands objectifs de la mission Océan. Ça va être de mettre en place d'aider à la mise en place d'un jumeau numérique de l'océan, c'est-à-dire de collecter des données et de mettre en place des modèles en ce qui concerne
En ce qui concerne les océans, de façon assez générale, ça va couvrir un grand nombre de domaines, que ce soit des données océanographiques, les degrés de pollution, quelles sont les espèces, les espèces, enfin, les aspects écologiques. Donc l'idée, ça va être à la fois de collecter et de synthétiser des données existantes, de combler des gaps en termes de données, donc les informations qu'on n'a pas, essayer de faire en sorte de pouvoir les collecter, mettre en place de nouveaux modèles et bien sûr essayer de se synergiser avec ce qui va se mettre en place au niveau de la mission Océan et au niveau des outils déjà existants. On pense notamment à tous les aspects européens des programmes de type Copernicus. De façon générale, on va attendre, quel que soit le domaine que vous allez sélectionner, quel que soit le focus que vous allez choisir, d'aller comme pour le cluster 6, d'aller au-delà de l'état de l'art et d'être capable de montrer que vous allez au-delà de l'état de l'art, d'être scientifique d'un point de vue excellent, de prendre en compte les autres projets qui existent dans l'émission, dans le cluster 6, dans les autres partenariats, de contribuer de façon concrète non seulement aux thèmes qui ont été mentionnés précédemment, mais également aux thèmes qui vont recouper les 5 domaines, c'est-à-dire politique d'ouverture des données, le fait d'augmenter l'inclusivité et la prise en compte des populations, etc., etc. Donc ça, il y a pas mal de, donc j'ai pas tout détaillé, mais il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles sur le site de SBEP pour mieux comprendre les différents thèmes qui vont recouper un petit peu tous les domaines prioritaires. Et bien entendu, l'idée, c'est d'essayer de couvrir dans le cadre de vos projets, donc bien sûr dans la limite du budget disponible et dans la limite du temps que vous avez pour mettre en place ces projets, c'est d'être assez large en termes de couverture géographique. Si vous arrivez à intégrer dans votre projet plusieurs bassins ou plusieurs zones de démonstration, forcément, ce sera plus intéressant. Bien entendu, prendre en compte un équilibre géographique, comme pour les autres aspects d'Horizon Europe, ce sera toujours intéressant. Si vous pouvez intégrer des régions à faible et moyen revenu ou des régions qui ont des performances un petit peu plus faibles d'un point de vue économie bleue, ce sera toujours intéressant. Et l'approche multi-acteurs, comme dit précédemment, est extrêmement importante, avec la nécessité d'impliquer, si possible, des entreprises, des administrations publiques, des associations, des actions de consommateurs, et si possible, intégrer des partenaires qui seront financés via les agences de financement, mais aussi des partenaires. C'est pas une obligation, mais ça peut toujours être intéressant d'avoir des partenaires qui vont aussi s'autofinancer. Et sur ce, je vais passer la parole à Claude, qui, elle, va pouvoir donner plus de détails sur les éléments un petit peu administratifs et techniques en ce qui concerne le call de 2023. Merci Antoine. Donc je vais parler beaucoup moins vite qu'Antoine. Là, alors avec mes collègues Sylvain Pasquier et Coraline Chaperon, nous assurons le secrétariat de l'appel pour l'ensemble des financeurs. Donc là, je vais vous présenter le processus de l'appel au niveau global. Et dans un second temps, je vous préciserai les règles spécifiques à l'ANR, les règles d'éligibilité. Donc le processus, c'est un appel en 2 étapes, hein, avec une phase de pré-proposition qui est obligatoire. Sur ces propositions qui doivent être soumises le 14 avril, 15 heures, dernier délai après la plateforme ferme, nous allons vérifier l'éligibilité au niveau global et au niveau de chaque financeur. Ces pré-propositions seront évaluées par un comité d'évaluation international qui est indépendant des financeurs. Et selon les règles de la CE, chaque pré-proposition est évaluée par 3 experts et elles sont évaluées selon 2 critères, excellence et impact. Les propositions, les meilleures, seront invitées à soumettre une proposition complète, qui sera déposée en septembre. C'est uniquement sur invitation. Là encore, il y aura une étape, de vérification de l'éligibilité. Et là encore, les propositions seront évaluées par 3 experts indépendants, qui font partie du comité d'évaluation scientifique. Là, on a 3 critères d'évaluation: excellence, impact et qualité, efficacité de l'implémentation.
Je vous détaillerai un peu plus tard ces critères d'éligibilité. Si tu peux passer à la suivante, Antoine, s'il te plaît. Ah, voilà, merci. Donc, je vous rappelle le calendrier. Donc, nous avons ouvert le 13 février. La commission nous impose des durées d'ouverture d'appel de chaque étape. C'est fixé par la CE, hein, donc on ne diffuse rien avant, contrairement au Work Programme. Et on a un embargo complet avant la date d'ouverture de l'appel. C'est pour ça que vous n'avez eu aucune information avant le 13 février. Donc, ces dates importantes, 14 avril, étape 1 et 13 septembre, étape 2. Il y a un retour sur la sélection des pré-propositions début juillet. Et après, pour la sélection finale, le résultat sera transmis aux déposants fin décembre, début janvier. Et on voudrait que les projets commencent entre février et mai 2024. Pareil, nous avons des contraintes de la Commission européenne sur les débuts et fins de projet. Je vais vous présenter maintenant les critères d'éligibilité généraux. Euh, Bien évidemment, il faut absolument que votre proposition euh, soit dans le thème d'un de nos domaines prioritaires. Et comme l'a dit Antoine plus tôt, il n'est pas nécessaire de répondre à tous les sous-thèmes. Pour la durée des projets, elle est fixe, c'est 36 mois, pas plus, pas moins. On est contraint sur cette durée. Nous avons une règle aussi sur les demandes de financement. Les partenaires d'un même pays ne peuvent pas demander plus de 60% de l'aide demandée pour une proposition. On parle d'aide, hein, pas de coût complet. Comme on a tous des règles différentes, c'est complexe. Donc, c'est bien 60% de l'aide demandée par la proposition. Donc, les pré-propositions et les propositions doivent être évidemment écrites en anglais, puisque on est dans un contexte international. Il faut qu'ils soient déposés sur la plateforme EPSS, être complets, respecter le nombre de pages limites et le nombre et le type d'annexe. Et bien sûr, il faut soumettre dans les délais. Donc, n'attendez pas la dernière minute pour déposer votre proposition. Euh, Contrairement à ce que fait l'ANR en accordant de la flexibilité si on est en cas de problème technique, là, ce n'est pas possible. Je vais parler brièvement des critères. Ah oui, il y a encore un critère d'éligibilité sur la composition du consortium. Donc, il faut que le consortium soit fait d'au moins 3 partenaires de 3 pays différents, demandant du financement à au moins 3 financeurs participant à l'appel. Vous pouvez avoir des partenaires sur fonds propres, mais ils ne comptent pas dans ce minimum de partenaires et les partenaires sur fonds propres ne peuvent pas coordonner une proposition. En plus, il est demandé en étape 2 une lettre d'intention, d'engagement à ses partenaires sur fonds propres. On va passer à la suivante, c'est sur le coordinateur. Alors, le coordinateur d'un consortium, euh, donc il doit faire partie d'une entité qui est éligible par un de ses financeurs. C'est le coordinateur qui dépose la pré-proposition et la proposition sur la plateforme PSS. Et la personne qui joue le rôle de coordinateur, là on parle de personne et pas d'entité, elle ne peut être coordinatrice que d'une seule proposition. Si on prend un exemple, Madame X peut déposer une seule proposition en tant que coordinateur. Madame X appartient, par exemple, à l'Ifremer, mais il peut y avoir plusieurs personnes de l'Ifremer qui coordonnent des propositions. C'est pas, on ne limite pas de cette façon-là, surtout quand on a, comme nous en France, des gros organismes de recherche. Alors, donc
Donc maintenant que je vais passer aux critères nationaux régionaux, donc comme vous l'a expliqué Antoine, chaque déposant demande du financement à son financeur national. Donc faites attention aux, aux règles spécifiques de chaque financeur. Nous mettons régulièrement à jour l'annexe B qui comprend l'ensemble, la synthèse de ces règles. Nous avons fait une mise à jour en fin de semaine dernière avec l'annonce de la participation de 9 agences fédérales du Brésil. Il y aura probablement une nouvelle mise à jour, soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine, avec de nouvelles agences fédérales brésiliennes qui veulent participer à l'appel. Euh, donc, chaque financeur finance ses propres équipes et chaque équipe doit être éligible au ce financement. Si plusieurs partenaires ne sont pas éligibles au financement, c'est votre proposition qui va tomber, qui sera déclarée pas éligible et elle ne pourra pas poursuivre le processus. Donc, si vous coordonnez un projet, faites attention à ce que vos partenaires aient bien vérifié qu'ils étaient éligibles auprès de leurs financeurs nationaux. Et, et vous, si vous êtes partenaire, vérifiez bien que vous êtes bien éligible au financement de l'ANR, que vous respectez l'ensemble des critères d'éligibilité. On va passer au processus d'évaluation. Pour la première étape, donc les pré-propositions sont évaluées par 3 experts indépendants selon les critères excellence et impact. Il y a un seuil les notes sont sur 5 et il y a un seuil de 3 sur 5. C'est-à-dire que si une pré-proposition n'atteint pas cette note seuil, elle s'arrêtera là, elle ira pas, elle ne pourra pas aller en deuxième étape. Donc, le comité d'évaluation va se réunir et établir un classement des propositions à partir des notes qu'ils ont établies sur ces critères excellence et impact. Euh, il y aura 3 groupes faits avec ce classement. Les meilleures notes seront invitées en étape 2. Pour les notes intermédiaires, cela dépendra de la représentation des financeurs et donc de leur capacité de financement potentielle en deuxième étape. Et le groupe C, donc c'est malheureusement ceux qui auront obtenu les notes moins favorables, qui malheureusement ne pourront pas être invités en étape 2. Alors, je vais présenter en deuxième étape, le processus est très proche. On ajoute un critère qui est qualité-efficacité de l'implémentation avec également un seuil de 3 sur 5. En complément de ces seuils de 3 sur 5 par critère, on a un seuil global de 10 sur 15. C'est ce qui est fait également par la CE, hein. Et donc, le comité, après avoir évalué les propositions, se rencontre et établit un classement avec l'ensemble des propositions qui seuil. Et une fois qu'ils ont finalisé ce classement est soumis à ce qu'on appelle le CSC, le Call Steering Committee, c'est-à-dire l'ensemble des financeurs. Et l'ensemble des financeurs va suivre ce classement euh, de manière stricte et on s'arrêtera au moment où les financeurs n'auront plus d'argent. Donc, vous avez vu au début qu'on avait une contribution de la commission. Donc, cette contribution de la commission va nous aider à boucher quelques trous dans les financements pour pouvoir nous assurer de pouvoir sélectionner et ensuite financer les meilleurs projets. À l'issue de ce processus, un courrier avec la synthèse de l'évaluation et de la sélection sera envoyé à tous les coordinateurs de consortium qui transmettront à leurs partenaires la décision de sélection. Je vais vous détailler maintenant les critères d'évaluation. Donc, le premier, c'est l'excellence, hein. Dans l'excellence, vous avez bien sûr la pertinence par rapport à la thématique,
tout ce qui est vraiment l'excellence du contenu scientifique. Vous avez tous les sous-critères détaillés dans le document de l'appel à projet. Je voulais attirer votre attention sur un des sous-critères, pertinence de la méthodologie. Donc, il y aura un focus, il sera demandé aux évaluateurs de faire un focus sur la capacité à développer une approche interdisciplinaire. Et autre élément important, c'est les comités d'évaluation vont vérifier les critères d'éthique et le principe do not significant harm. C'est très important parce que les financeurs ne sont pas autorisés à financer des projets qui ne respecteraient pas les critères d'éthique de base. On vous demande également d'intégrer la dimension genre dans vos activités de recherche. Et il y a aussi un fort engagement des partenariats et de la commission sur la science ouverte et sur l'engagement des citoyens, de la société civile et des utilisateurs finaux quand c'est pertinent. Donc, il faut vraiment regarder attentivement les sous-critères et faire en sorte que votre proposition réponde très bien à ces éléments. Le critère suivant, c'est l'impact. Euh, donc, comme l'a indiqué Antoine, c'est un appel qui est vraiment tourné vers l'impact, dirigé vers l'impact, et donc il faut vraiment faire attention à cette partie-là quand vous rédigez votre proposition. euh, Parce que les évaluateurs devront évaluer vraiment si votre chemin d'impact est crédible et, et la qualité des moyens mis en œuvre pour atteindre ces impacts. Euh, et ça comprend aussi les efforts de diffusion, d'exploitation et de communication. Sur cette partie aussi, il faut aussi mettre en avant la valeur ajoutée de la coopération européenne. Nous sommes dans un contexte européen avec un cofinancement de l'Union. Donc, il faut vraiment mettre en avant cette coopération européenne. Le troisième critère qui est évalué en étape 2, donc c'est la partie qualité et efficacité de l'implémentation. Donc, votre plan de travail va être évalué, votre évaluation des risques, euh, le- les efforts et les ressources allouées au work package aussi sont importants. Euh, un des critères importants, un des sous-critères importants sur la qualité, c'est aussi la complémentarité des expertises de votre consortium et la justification et l'équilibre entre les partenaires sur les moyens mis en œuvre, que ce soit sur le budget, le personnel, l'équipement. Et donc, ils vérifieront aussi que c'est assez équilibré, une répartition équilibrée. Le critère d'éligibilité des pays, les partenaires d'un pays ne peut pas demander plus de 60% de l'aide totale. C'est un signe pour aller dans ce sens, mais vous devez aller au-delà, bien sûr. Alors, la suivante, c'est un petit rappel. Donc, lisez attentivement les documents fournis. Donc, vous avez beaucoup d'annexes, mais lisez attentivement le contenu de l'appel. Vous avez les informations sur les règles nationales, régionales et bien sûr la liste des points de contact nationaux dans l'annexe B. Vous avez les éléments, les formulaires qu'il faudra compléter de pré-proposition et proposition complète en annexe D et E. Et il y a l'annexe F qui est très important, c'est ce qui est attendu sur la science ouverte et les chemins d'impact. Donc, lisez attentivement ces documents.
Nous jouons la transparence. Nous avons écrit exactement dans l'appel ce que nous allons faire en tant que financeur sur les modalités de sélection et comment nous allons travailler, et nous allons respecter strictement ce document. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Il peut y avoir des mises à jour, donc n'hésitez pas à aller sur le site, vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour. Quand il y a une modification, c'est en première page du document. Vous avez exactement la liste des modifications qui ont été faites par rapport à la précédente version. Euh, pour la plateforme, nous avons un soutien technique. Euh, vous avez le lien dans l'appel et sur cette diapositive, le lien pour déposer. Et il y a un helpdesk qui peut répondre aux questions techniques, mais ce sont uniquement des questions techniques sur la plateforme. Ils vous répondront pas sur des questions d'éligibilité, de contenu scientifique. Et pour les questions liées à l'appel, vous pouvez nous contacter au sbep.call secrétariat agence de recherche. Donc, nous pouvons vous répondre sur un certain nombre d'items, mais pas sur le contenu scientifique de vos projets, puisque ce sera évalué par des experts indépendants et nous n'influençons pas ces experts. Si vous avez des questions sur les règles nationales d'autres financeurs que l'ANR, nous ne pourrons pas non plus vous répondre. Nous vous inviterons à contacter directement ces personnes. Euh, voilà. Alors, on peut faire une pause questions-réponses si vous avez des questions sur cette première partie-là. Et après, je présenterai les règles spécifiques à l'ANR. Alors, il y a une question dans le chat déjà. Ouais, je suis en train de regarder. Donc, bonjour, est-ce que je comprends bien l'annexe B? Si un consortium souhaite inclure une entreprise française, il doit aussi inclure un organisme de recherche français aussi. Oui, c'est ce que je Voilà. vais montrer dans la partie suivante. Bon, bah, super. Ensuite, une question qui revient souvent, est-il possible de modifier le consortium entre les deux étapes? Alors, on peut modifier, c'est uniquement dans les cas de... C'est assez complexe, c'est page 44 du call announcement parce que c'est assez complexe. Normalement, vous ne devez pas changer de consortium entre les deux étapes. Les seules autorisations de changement de consortium, c'est si un de vos partenaires est déclaré non éligible, mais qu'il n'y a qu'un seul partenaire déclaré non éligible. Il peut rester sur fonds propres. Et les seules invitations à ajouter des partenaires, ce sont sur invitation du call des représentants des agences de financement. Si un pays est sous-représenté, on vous invitera, dans ce cas uniquement, on vous invitera à inviter une équipe éligible à ce financeur. Merci. Alors ensuite, est-ce que ce sera possible de mettre les diapos et le replay à disposition? Alors, nous, on va le mettre Ah, à Pardon, vas-y, Claude, tu voulais dire oui, quelque chose? alors déjà, il y a le replay du webinaire international qui est déjà disponible sur la page web ANR. Ouais. Le diaporama, l'essentiel du diaporama que vous avez vu, il est déjà disponible sur le site du Sustainable Blue Economy dans la section liée à l'appel. Vous pouvez déjà trouver quasiment toutes ces diapositives. Elles sont déjà disponibles sur le site Blue Economy. La version française, pas encore, mais ça va venir. On mettra un lien vers ce webinaire, évidemment, sur la page web de l'ANR. Mais vous avez déjà la version anglaise disponible. Oui, pour la version française, ce sera disponible aussi sur le site du ministère de la Recherche et repartagé par l'ANR normalement. Oui. Voilà.
Ensuite, dernière question dans le chat. Y a-t-il un budget défini par domaine prioritaire? Non, il n'y en a Non. pas du tout. Voilà. Non, non, parce qu'on va financer les meilleurs projets et il n'y a pas de... On prend les meilleurs. Oui, donc en fait, le classement est effectué indépendamment des domaines sélectionnés par les participants. Le classement est unique. Ouais. Donc en théorie, si tout se... ça pourrait On se produire espère que que certains... ce sera équilibré, Voilà. mais dans le passé, sur d'autres initiatives, il est arrivé que sur un domaine en particulier, il y ait assez peu de réponses et malheureusement pas assez qualitatif pour être dans la liste des meilleurs. Mais on avait moins d'aide de la Commission européenne. Et moi, j'ai une petite question aussi. Comme le classement est basé uniquement sur les notes, comment est-ce qu'on fait pour Il y a, il y a départager? il y a une discussion aussi des membres de comité, ils se réunissent, hein. Ouais, d'accord. Ok. Ils peuvent ajuster à la marge les notes, mais c'est pas quelque chose de mathématique. Ils se rencontrent, ils D'accord. Ok. discutent. Mm, mm. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer sur la dernière section qui va être donc les règles spécifiques de l'ANR pour la France. Mais vous aurez la possibilité de poser d'autres questions suite à cette dernière partie. Bien sûr, on avance, donc on a le temps. Alors, si tu peux passer la diapo suivante, donc c'est les modalités de participation pour l'ANR. On a fait l'effort de traduire le titre, La voie à suivre vers une économie bleue. Euh, oh, vas-y, tu peux y aller. Je pense que les gens ont eu le temps de la lire. Alors, pour l'ANR, comme toute demande de financement ANR, vous devez vous référer au règlement financier de l'ANR. En complément, nous avons des règles spécifiques pour cet appel. Donc, les partenaires sollicitant une aide de l'ANR ne peuvent pas demander plus de 300 000 euros par pré-proposition-proposition. Si vous coordonnez une proposition, vous pouvez augmenter cette demande à 350 000. Donc, cette enveloppe, c'est pour l'ensemble des partenaires demandant une aide de l'ANR d'une proposition. Euh, pour rebondir sur la question, donc, on vous demande, côté français, d'inclure à minima dans votre consortium un partenaire EPA, EPIC, EPSCP ou EPST. Et autre critère important, puisque vous avez vu que c'est très orienté vers l'impact et il y a une partie importante sur l'innovation. S'il y a une entreprise étrangère dans votre consortium, il faut aussi une entreprise française. On veut garantir un partage équitable de la propriété intellectuelle et industrielle. On peut passer à la suivante. Notion importante en ces temps un peu complexes en géopolitique. Donc, les pays qui font l'objet d'une sanction applicable au domaine de la recherche de la part de l'Union européenne sont exclus. Donc, nous devrons malheureusement déclarer toute pré-proposition ou proposition intégrant des partenaires établis dans ces pays. Et à ce jour, ce sont la Russie et la Biélorussie. Donc, ne vous associez pas à ces partenaires. Malheureusement, nous ne pourrons pas donner suite à votre proposition. Merci Antoine. Alors, comme dès lors, alors, quid de la Hongrie et des institutions interdites? Alors, la Hongrie n'apporte pas de financement à cet appel à projet. Donc, la question ne se pose pas. Et la situation est en train d'évoluer par rapport à la liste restreinte des universités qui étaient citées vis-à-vis de la Commission. Donc, il n'y a pas de message officiel vis-à-vis de la Hongrie à ce jour.
et la Hongrie ne participe pas à cet appel. Donc, ce n'est pas un problème dans le cadre de cet appel. Pour l'engagement donc quand un chercheur demande ou une chercheuse demande un financement ANR, vous prenez l'engagement d'appliquer nos principes de sciences ouvertes. C'est dans le cadre du plan national pour la science ouverte et le plan S au niveau international, de donner libre accès aux publications scientifiques évaluées par les pairs, d'appliquer une démarche dite FAIR et de déposer vos publications sur HAL. On vous demandera également un plan de gestion des données et la mise à jour au cours du projet de ce plan de gestion des données. Vous devez évidemment respecter la charte de déontologie et d'intégrité scientifique. Si vous faites appel à des ressources génétiques et savoirs traditionnels, la France étant signataire du protocole de Nagoya, vous devrez nous fournir les récépissés de déclaration de due diligence. Ensuite, par rapport à la culture scientifique, technique et industrielle, nous vous encourageons à promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle, à communiquer vers le grand public. Et on va passer à un point assez sensible et important, qui est la protection du patrimoine scientifique et technique de la nation. Donc, je vais vous laisser un peu de temps pour lire ce texte qui est un peu ardu puisque l'ANR doit mettre en œuvre la PPST pour les projets déposés comportant des partenaires publics ou privés étrangers et étrangers hors membres de l'Union. Euh, Donc, vos propositions pourraient être soumises à l'avis du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère. Euh, et un avis négatif de ce service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité ne permettra pas la sélection et le financement des projets. Sachant que ce service n'a pas à motiver sa décision auprès du déposant. Donc, nous vous recommandons fortement de consulter le fonctionnaire de sécurité et de défense de votre établissement avant de déposer une proposition de projet. Voilà, j'en ai fini pour la présentation et je vais pouvoir prendre d'autres questions. Et si à l'issue de cette information, vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse sbep-secrétariat@agencerecherche.fr. Alors, nous sommes trois à répondre. Nous faisons de notre mieux pour vous répondre au plus vite. Mais parfois, on est aussi un peu occupé. Je voyais dans le chat que certains avaient des dossiers à APG à déposer. De notre côté, on a aussi des dossiers à déposer pour le cluster 6, pour les appels du cluster 6. Donc, on n'oublie rien, on ne vous laisse pas de côté, mais parfois on met un peu plus de temps. On ne peut pas répondre dans la minute. Merci. Oui, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat. Mais si on n'a pas plus de questions que ça, de toute façon, voilà, on va essayer de mettre à disposition assez vite l'enregistrement et les slides. Et vous pouvez déjà consulter la plupart des éléments, comme Claude a précisé, sur le site du partenariat SBEP, puisqu'ils étaient déjà présentés la semaine dernière. Bah écoutez, merci. En complément, je peux Ouais, ajouter que tout ce que vraiment, on est complètement transparent. Tout ce qu'on fait est écrit, donc lisez attentivement les documents. On va pas créer de règles supplémentaires. Les critères d'éligibilité sont détaillés dans l'appel à projet et nous ne dévierons pas de ces critères d'éligibilité. Nous suivrons strictement la procédure telle qu'elle est décrite dans le document de l'appel à projet.
Et je préciserai peut-être que voilà pour les règles d'éligibilité nationales, voilà, surtout contacter l'ANR. C'est pas la peine d'embêter les PCN juridiques et financiers du cluster 6, enfin pas du cluster 6, pardon, du ministère, parce qu'ils n'auront pas les réponses, tout simplement. Bon, Euh, ils sont très gentils, ils nous transmettent ils vous les inform- réorienteront, les- oui, voilà, oui, ils nous transmettent les mails. voilà, mais vous pouvez passer directement par la case ANR puisque c'est eux qui sont responsables de ces aspects-là. Mm. Voilà, Juste une voilà. information complémentaire pour les entreprises, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de représentants des entreprises. Faites attention, nous sommes soumis à l'encadrement communautaire des aides d'État. C'est considéré comme une aide d'État et donc il faut pas, il faut que les entreprises aient la solidité pour être éligibles au financement, aux aides publiques. Parce que malheureusement, on a parfois des déconvenus sur cet objet que les entreprises ont subi des difficultés suite au Covid et ne sont pas viables financièrement et nous ne pouvons pas les financer. Alors, est-ce qu'un bureau d'études français peut coordonner un projet dès lors qu'il est éligible et qu'il remplit les critères? Il n'y a pas de problème vis-à-vis de... Dès lors que le partenaire coordinateur est éligible au financement, il peut coordonner un projet, quelle que soit son entité. Ouais. Ah, une question Et de Jean-Alain Jean-Alain. Pocard. Ouais. Oui, bonjour. Merci pour ces présentations qui me paraissent globalement claires dans la mesure où je suis assez familier des appels à projets de l'ANR parce que ça fait maintenant 15 ans que je fais partie de la cellule d'aide au montage de projets ANR de l'UBO à Brest. Concernant, bon, il s'agit d'un appel, oui, à forte connotation européenne, mais avec des règles spécifiques qui sont majoritairement quand même en termes de montage pour les partenaires français, celle de l'ANR, notamment pour les montages budgétaires. Donc, un conseil, c'est de contacter nos services dans votre établissement le plus tôt possible, le référent ou une personne référente ANR. Et quand vous avez des entreprises, attention, on ne pose pas les équations budgétaires d'une entreprise de la même façon qu'un laboratoire académique du CNRS ou d'une université. Les établissements publics sont en mode de financement à 100% des coûts marginaux plus 13,5% de frais de gestion pour faire court, donc pour les universités, le CNRS, alors que les entreprises sont au maximum à 45% des coûts complets s'il s'agit de PME ou même 30% des coûts complets s'il s'agit d'entreprises de taille intermédiaire ou de grandes entreprises. Il y a quelques fois, on découvre des projets qui sont mal montés et ça peut être dramatique. Et nos collègues des EPIC de l'IFREMER savent aussi que la façon de poser les équations budgétaires des EPIC change dans les projets avec des entreprises, mais bon, ça, c'est business as usual pour eux, je pense. Je ne vais pas m'exprimer à leur place. Voilà. Merci pour cette intervention. Ça me permet de rebondir et donc si vous n'êtes pas à l'UBO, à l'IUM pour être précis, et vous pouvez, il y a des personnes formidables dans vos unités de recherche, ce sont vos gestionnaires de laboratoire qui connaissent très très bien les règles de financement de l'ANR. Si vous avez des cellules de montage de projets, quand je pense à Sorbonne Université où il y a un service dédié. Quand vous les contactez pour le montage, dites-leur bien que c'est un financement ANR que vous demandez. Certes, dans un contexte européen, mais c'est un financement ANR. Parce que parfois, ils sont un peu perdus, ils ne savent pas trop si c'est de l'Europe ou du financement ANR. Et eux maîtrisent extrêmement bien notre règlement financier et savent très bien vous aider au montage. Et en plus, ils préfèrent être impliqués en amont plutôt que ou une fois qu'ils reçoivent au moment du conventionnement où vous n'avez pas mis les chiffres dans la bonne case, euh, vous avez oublié de compter des choses. Donc, allez voir ces personnes. Alors, enfin,
toutes celles que j'ai pu rencontrer étaient vraiment très compétentes. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Merci, et j'ajouterai pour compléter votre message que la plupart des chercheurs d'affaires ou d'ingénieurs projets des universités travaillent dans un réseau qui s'appelle CAP Recherche, qui est adossé à France Université et à la CPU. Et comment nous avons l'habitude d'ouvrir des forums de discussion spécifiques à tel ou tel appel à projet ANR, alors l'appel générique évidemment qui nous occupe beaucoup en ce moment, mais des appels thématiques comme ça, comme celui-ci, et étant un des animateurs du réseau, je n'exclus pas d'ouvrir un forum de discussion pour échanger ou pour orienter sur cet appel spécifique avec des universités marines en particulier, et pour orienter éventuellement les collègues qui n'auraient pas de nos services vers les référents ANR. Parce qu'on a tous intérêt à travailler collectivement en amont le plus tôt et être mis au courant des projets, même quand ils ne sont pas encore tout à fait finalisés. Merci. Merci beaucoup. Donc, si vous cherchez des partenaires, on a un outil de recherche de partenaires vous avez les informations dans l'appel à projet. Et on a ouvert un brokerage event. Les inscriptions sont ouvertes. Vous retrouvez les liens dans le diaporama déjà sur le site de Blue Economy dans la section Call, si vous cherchez des partenaires. Dernière chance de poser des questions. Je vois pas de main levée et je vois rien dans le chat. Je sais pas si Claude, tu avais encore autre chose à ajouter ou. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. De toute façon, vous avez notre adresse de contact. C'est également écrit dans l'appel à projet. Donc, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. On Eh ben, ne répondra pas sur le contenu scientifique de votre projet, par contre. Ça, on n'a pas à le faire. ok. Bah, merci beaucoup, Claude, et Merci merci beaucoup. Antoine. Merci à tous les participants également. Et voilà, bah, n'hésitez pas à écrire si vous avez encore des questions sur les règles de participation françaises. Voilà. Merci.